Bon dimanche à tous! Dernière vidéo du mois d'août, déjà, le temps est passé tellement vite, mais c'est pas plus mal parce qu'honnêtement là, je sais pas en France, mais en tout cas à Montréal, on est en pleine vague de chaleur, il fait actuellement 36 degrés. C'est un enfer, je suis désolée si vous entendez le ventilateur, mais c'est nécessaire là, croyez-moi. Et en plus de ça, qui dit fin de l'été, dit automne et donc Halloween, mon moment préféré de l'année. J'ai déjà commencé mon shopping, j'ai trop hâte. D'ailleurs, en parlant de shopping, je vais vous montrer mon nouveau t-shirt que je viens d'acheter. Je trouve qu'il fit parfaitement avec ma chaîne, je l'adore, je viens tout juste de le recevoir juste à temps pour filmer. Donc c'est ça, je voulais vous le montrer, c'est absolument pas sponsorisé, vraiment. C'est juste que j'ai eu un coup de cœur pour ce t-shirt et pour cette marque. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais on n'est pas là pour parler shopping, il est temps de rentrer dans le sujet du jour. Et aujourd'hui, on va s'envoler en direction d'un endroit inédit sur la chaîne, le Japon. On va découvrir ou redécouvrir ensemble l'un des cas de meurtres non élucidés les plus connus du pays. J'ai fait un petit warning car l'histoire d'aujourd'hui est tout de même assez intense. Il y a beaucoup de violence à l'intérieur et de la violence surtout sur des enfants. Donc si jamais c'est des choses qui vous perturbent, peut-être passez votre chemin. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. La famille Miyazawa comprend le père de famille Mikio Miyazawa, un homme âgé de 44 ans et travaillant en tant qu'employé de bureau, sa femme Yatsuko Miyazawa, une femme âgée de 41 ans et qui travaille en tant que professeur des écoles, et leurs deux enfants. Leur aînée, la petite Nina, âgée de 8 ans au moment des faits, et le fils cadet Rei, âgé de 6 ans. La petite famille emménage dans la rue Kamiso Shigaya. Je l'ai bien dit. Situé à Setagaya, un quartier de Tokyo en 1991. À ce moment-là, le quartier est en pleine expansion et des dizaines de maisons y sont construites. La famille Miyazawa voit donc cela comme une opportunité et comme la chance d'emménager dans un quartier qui peut-être deviendra un endroit un peu plus luxueux et très fréquenté. Comme on peut le voir sur cette photo, la propriété est entourée d'un important terrain. À l'arrière de la maison se trouve d'ailleurs un skatepark, communément appelé par les enfants le parc Chouchou. Et alors qu'en 1991, le quartier se montre plein de vie et que plein de personnes se bousculent pour y emménager, à l'arrivée de l'an 2000, la ruelle où vivent les Miyazawa est presque totalement inhabitée à l'exception de 3-4 maisons. L'une de ces maisons est d'ailleurs occupée par la sœur de Yatsuko et son fils. Mais vers la fin des années 90, ce sera la mère de cette dernière, et donc de Yatsuko, qui y emménagera. Les enfants étaient bien évidemment ravis d'avoir leur grand-mère vivant aussi proche de chez eux. La famille était d'ailleurs extrêmement soudée et passait énormément de temps tous ensemble. Mais par contre, Mikio, le père de famille, voyait un peu d'un mauvais œil le fait d'avoir sa belle-mère qui vivait à moins de 2 minutes à pied de chez lui. Et il entreprit de faire de gros travaux d'insonorisation dans sa maison pour faire en sorte que aucun bruit ne s'échappe et de pouvoir conserver son espace privé. Les Miyazawa avaient pour projet de revendre leur maison et d'aller s'installer dans une autre ville. Une ville qui serait peut-être un petit peu plus animée que le quartier où ils vivaient actuellement. Et cela malgré les réticences de Yatsuko qui voyait cela un peu d'un mauvais œil et qui avait peur que ses enfants ne réussissent pas à s'adapter à une nouvelle ville, à une nouvelle école et à une nouvelle routine. L'an 2000 touche à sa fin et le projet de déménagement de la petite famille n'a malheureusement pas encore vu le jour. Ils se trouvent donc toujours sous le toit de leur maison de Setagaya et se préparent à fêter les fêtes de fin d'année tous ensemble. Aux environs du 28-29 décembre, des événements interpellent Yatsuko assez pour qu'elle partage ses inquiétudes avec sa mère. Premièrement, énormément d'animaux morts sont retrouvés aux alentours de la propriété, ce qui était une chose assez peu commune. En plus de cela, Yatsuko a aperçu à plusieurs reprises une voiture, toujours la même, se garer devant chez elle, ce qui était assez étrange car à seulement quelques mètres de là se trouvait un parking public que généralement les gens utilisaient. Elle n'avait jamais vu personne se garer sur son espace de parking.
Après y avoir repensé, elle se dit qu'il s'agissait très certainement tout simplement d'un skater qui était venu peut-être d'une ville aux alentours et qui s'était garé là pour pouvoir utiliser le parc se trouvant à l'arrière de chez eux. Mais cela restait tout de même assez étrange. Nous voilà donc le 30 décembre 2000 et la famille se prépare à célébrer le nouvel an qui est appelé Oshogatsu au Japon. Ils commencent les célébrations en se rendant au supermarché pour faire les dernières courses de leur repas du soir aux alentours de 18h. À 19h, ils étaient tous rentrés chez eux et la petite Nina allait chez sa grand-mère pour regarder un film à la télévision avant de rentrer rejoindre le reste de sa famille à 21h. Ils dînèrent ensuite tous ensemble et c'est quelques heures après cela que l'horreur commença pour la famille Miyazawa. Durant la nuit du 30 au 31 décembre, les 4 membres de la famille seront extrêmement brutalement assassinés. C'est au petit matin que la mère de Yatsuko fait la macabre découverte des corps. La femme avait appelé au domicile de sa fille et de ses petits-enfants toute la matinée sans jamais avoir la moindre réponse de leur part, ce qui était quelque chose de très étrange. Elle décida donc tout simplement de se rendre sur place et d'aller voir ce qu'il s'y passait. Elle ne s'attendait à aucun moment à ce qu'elle allait y trouver. La maison était remplie de sang et la scène était absolument atroce à voir. Une enquête est immédiatement ouverte et de nombreux indices seront retrouvés permettant de retracer les événements s'étant déroulés entre le 30 décembre au soir et le 31 décembre au matin. La théorie des policiers était qu'un intrus s'était très probablement infiltré dans la maison en pleine nuit par une petite fenêtre restée ouverte dans la salle de bain qui se trouvait au 2e étage. L'homme aurait préalablement escaladé la clôture séparant le skatepark de la maison et c'est le petit dernier, le petit Ray, âgé de 6 ans, qui fut la première victime. Alors que l'enfant dormait paisiblement, l'homme se serait introduit dans sa chambre et l'aurait étranglé à mort. Il faut savoir que Ray est le seul à avoir été tué de cette façon et le seul à ne présenter aucune marque de coup de couteau. L'homme se dirigea alors vers le premier étage de la maison où se trouvait alors Mikio, le père de famille, en train de travailler. Il l'attaqua et le tua à coups de couteau. La plupart d'entre eux avaient été portés au niveau de ses cuisses, de son torse et de son visage. Son corps ensanglanté fut retrouvé au pied de l'escalier menant au 2e étage, ce qui laisse à penser qu'il avait certainement essayé de monter pour sauver le reste de sa famille. L'assassin se dirigea ensuite vers le grenier où dormaient paisiblement Yatsuko et sa fille. Elles seront à leur tour tuées de coups de couteau, notamment au niveau du visage et du cou. Leurs corps seront retrouvés en bas des marches menant au grenier, Yatsuko serrant toujours sa fille dans ses bras. Elles avaient très certainement essayé de s'échapper, mais avaient probablement soit reçu un coup qui leur fut fatal, soit avaient tout simplement agonisé là de toutes leurs blessures. Plusieurs dents de la petite Nina étaient manquantes lorsque la police retrouva le corps, ce qui laisse à croire qu'en plus d'avoir été poignardée, elle avait très certainement été battue à de très nombreuses reprises. Un tissu rempli du sang de la mère et de sa fille fut retrouvé dans le grenier. Ce dernier avait très probablement été utilisé par Yatsuko pour essayer de stopper les saignements de sa fille. Une fois assuré d'avoir éliminé la famille Miyazawa au complet, l'intrus se rendit dans le bureau où les parents conservaient leurs documents. Il en récupéra une partie qu'il jeta dans la baignoire. Il récupéra ensuite tous les documents d'identité qu'il put trouver et les jeta dans les toilettes. Il en fit de même d'une serviette remplie de son propre sang qu'il avait utilisé pour éponger une blessure qu'il s'était fait durant l'une de ses attaques. Je tiens à préciser qu'avant de jeter les documents dans les toilettes, il avait utilisé ces derniers pour faire ses besoins et n'avait pas pris la peine de tirer la chasse d'eau. Une fois soulagé, il se rendit dans la cuisine où il se fit un petit festin avec la crème glacée qu'il trouva dans le congélateur des Miyazawa. Il se servit un soda et récupéra un pansement qu'il utilisa sur l'une de ses blessures. À 1h30 du matin, il fut prouvé que l'intrus se trouvait toujours dans la maison car une connexion à internet depuis l'ordinateur de Mikio fut détectée durant un total de 5 minutes. 5 minutes durant lesquelles il créa un nouveau dossier et se rendit notamment sur un site internet consacré au théâtre. Ce site en question avait été enregistré dans la barre des favoris par Mikio lui-même. Après cela, plus rien. Des traces de pas ensanglantés furent retrouvées un peu partout dans la maison, ce qui aida les officiers à découvrir la pointure du tueur, ce qui est bien beau mais ne mène pas à grand chose.
Dans le salon familial furent retrouvées des affaires lui appartenant. Et quand je dis des affaires, je parle plutôt de sa tenue tout entière. Premièrement, un petit sac banane contenant un rouleau de scotch et quelques restants de grains de sable. Ensuite, une écharpe en plaid de couleur verte, noire et rouge qui révéla être une écharpe ayant été distribuée durant certains événements sportifs ou concerts. Les traces de pas ensanglantés sur le sol étaient si nettes que les enquêteurs furent capables de retracer le modèle exact des chaussures qu'il avait utilisées ce jour-là. Il s'agissait d'une paire de baskets blanches n'étant vendue qu'au Japon et en Corée. Mais la pointure en question n'était elle disponible qu'en Corée. Ce qui laissa penser aux officiers que l'homme qu'ils recherchaient était peut-être coréen. Un t-shirt à manches longues fut lui aussi retrouvé. Ouais, je rigolais pas quand je disais que c'était sa tenue entière qu'il avait laissée derrière lui. Le modèle en question s'était très peu vendu au Japon mais était par contre disponible dans de nombreuses boutiques coréennes. Ce qui nous envoie de nouveau vers la Corée. Voici une image représentant la tenue complète de l'homme. Cette photo a circulé très longtemps au Japon en espérant que quelqu'un reconnaisse peut-être les vêtements ou la personne à qui il pourrait appartenir. La veste, le chapeau et les gants présents sur l'image furent eux aussi retrouvés sur la scène de crime. La question que je me pose à ce moment précis du récit est: est-ce qu'il avait prévu une tenue de rechange complète avec lui ou est-ce qu'il a quitté les lieux du crime complètement nu? Un fragment du couteau ayant été utilisé pour poignarder Mikio fut retrouvé dans le corps de ce dernier, tant les coups lui ayant été infligés étaient profonds et puissants. Il s'agissait d'un couteau à sashimi, mais le tueur avait changé d'arme entre-temps car un gros couteau de cuisine fut aussi retrouvé sur la scène et il fut prouvé que c'est avec ce couteau de cuisine que Yasuko et sa fille furent assassinés. L'identité du tueur reste à ce jour encore un mystère total, malgré le fait que plus de 250 professionnels au fil des années se sont joints à l'enquête pour essayer de faire tout leur possible pour découvrir son identité et résoudre enfin cette affaire. C'est assez dingue quand on y pense de se dire qu'il n'a jamais été retrouvé, car après tout, il a tout de même laissé des traces de chaussures un peu partout dans la maison. Son ADN a été découvert sur pas mal tous les objets qu'il a touchés. Il a même laissé une serviette avec son propre sang dans les toilettes. On penserait que ce serait assez pour retrouver la personne, et pourtant. Ce seront en tout plus de 5 millions de personnes qui auront leur ADN comparé à celle du tueur, aussi bien des criminels de Tokyo que des amis de la famille ou des voisins. Malgré cela, aucun résultat positif. Le portrait de l'homme recherché était celui de quelqu'un de plutôt athlétique pour avoir été capable de grimper la clôture se trouvant entre le skatepark et la maison. Il fallait quand même avoir une certaine force. Il était très certainement âgé entre 15 et 35 ans, mesurant dans les environs de 1,70 m. Et grâce à un cheveu ayant été retrouvé sur son sac banane, il fut découvert qu'il avait les cheveux plutôt courts et de couleur brun à brun foncé. Durant des années, tout le monde était persuadé que le tueur n'avait quitté la maison qu'au petit matin, dû à une connexion internet qui avait été repérée sur l'ordinateur de Mikio à nouveau, aux alentours de 10 h. Mais en 2014, la police démentit cette information et assura que cette deuxième connexion était un incident technique. La souris serait tombée sur le sol, mettant fin à la mise en veille de l'écran qui était resté ouvert sur une page internet à ce moment-là et aurait donc déclenché une seconde connexion. La mère de Yasuko avait découvert les corps aux alentours de 10 h du matin ce jour-là, ce qui laisse à penser que dans la panique, elle avait très certainement renversé la souris de l'ordinateur sans même s'en rendre compte. Le tueur a donc quitté la maison entre 1h30 et 10 h du matin. La police est toujours convaincue à ce jour que le moyen d'entrer dans la maison du tueur se trouvait donc être la petite fenêtre dans la salle de bain familiale, mais en même temps, ils doutent eux-mêmes énormément de cette théorie, la fenêtre étant très étroite et avec des petits bouts de barbelés un peu tranchants à certains endroits. Cependant, aucune fibre de vêtement n'y a été retrouvée, ce qui semble plutôt étrange si l'on pense que l'individu a dû se faufiler en rampant dans cette ouverture.
La fenêtre reste cependant l'option la plus probable pour eux, car si on élimine cette théorie, la seule chose possible était que l'individu était rentré par la porte d'entrée. Cependant, lorsque la mère de Yasuko était entrée dans la maison au petit matin, elle affirma que la porte d'entrée était bien fermée à clé et qu'elle avait dû elle-même utiliser son double des clés pour pénétrer dans la maison. Autre théorie possible, le tueur se trouvait peut-être être quelqu'un d'assez proche de la famille pour soit avoir un double des clés lui-même, soit se laisser inviter dans la demeure familiale, même très tard le soir. Que ce soit pour entrer ou sortir, l'intrus a dans tous les cas utilisé la petite fenêtre de la salle de bain, car cette dernière était grande ouverte à l'arrivée de la police. La moustiquaire avait été complètement arrachée et jetée sur le sol, et des traces de pas dans la boue juste en dessous de la fenêtre étaient exactement de la même taille que celles des chaussures laissées dans la maison. Les indices étaient bien là, mais il n'y avait aucun témoin capable d'aider les enquêteurs. Seules 2 personnes se prononcèrent sur l'affaire. Une femme déclara avoir aperçu un homme le lendemain du meurtre dans une gare non loin de là où les Miyazawa vivaient. L'homme en question avait une blessure très importante au niveau du bras, tellement profonde que ses os étaient visibles. Il se présenta au centre médical de la gare, refusant de donner la moindre information le concernant, ne serait-ce que son nom ou l'endroit où il vivait. Ce qui, d'après les médecins ainsi que cette femme, était quelque chose de très étrange et prouvait que l'homme avait peut-être quelque chose à cacher. Malgré cela, la police nia que cet homme puisse être l'homme qu'il recherchait, car il n'y avait aucun indice prouvant qu'il avait été blessé d'une blessure aussi profonde que cela. Une autre femme confia avoir conduit très proche de la maison des Miyazawa la fameuse nuit du crime et y avoir aperçu un homme sortir en courant de la maison avant de passer juste en face de sa voiture. Cette information fut elle aussi mise de côté par la police car aucune preuve de cela ni aucune trace de sang ou quoi que ce soit ne fut retrouvée sur cette route. Ce qui me semble quand même un petit peu bizarre car rien ne prouvait non plus que l'homme saignait au point de laisser une traînée de sang derrière lui, mais bon. En 2015, l'affaire était loin d'être fermée et des tests ADN continuaient d'être réalisés sur les indices trouvés sur la scène de crime. Il fut découvert que le tueur avait très certainement des origines européennes du côté de sa mère. Du côté de son père, par contre, il était 100% asiatique, mais il n'était pas possible de déterminer s'il était chinois, japonais ou coréen. Le Japon avait d'ailleurs demandé l'aide de la Corée pour entamer des recherches de leur côté pour retrouver l'homme, ce que le gouvernement de la Corée refusa immédiatement. Je trouve ça complètement égoïste et ridicule. Ça n'est que mon avis, mais je pense vraiment que dans ce genre de situation, tous les pays devraient être dans l'obligation de collaborer et d'apporter leur aide. C'était ma petite parenthèse, j'avais besoin de la faire parce que ça m'a vraiment foutu la rage de lire ça. Beaucoup de personnes spéculent sur le fait que le tueur pourrait être un skateur régulier du skatepark se trouvant derrière la maison des Miyazawa, qui aurait peut-être eu une altercation avec Mikio précédemment. Car il faut savoir que les skateurs avaient l'habitude d'utiliser les bancs du parc pour réaliser leurs figures et de traîner dans le parc jusqu'à très tard le soir, faisant parfois beaucoup de bruit, ce qui embêtait beaucoup Mikio. Il se serait d'ailleurs rendu au skatepark à plusieurs reprises pour interpeller les skateurs s'y trouvant et leur demander tout simplement de partir. Serait-ce donc une vengeance d'un des adolescents n'ayant pas apprécié se faire tirer les bretelles par Mikio ? Personnellement, j'en doute quand même beaucoup. Ce serait quand même une réaction assez exagérée pour une simple altercation. Mais en même temps, de nos jours, tout est possible et plus rien ne m'étonne. Cette attaque extrêmement violente laissa le pays tout entier complètement choqué et en attente de réponses qui malheureusement n'arriveront jamais. Impossible de savoir quel est le lien entre le tueur et la famille Miyazawa. Était-ce un cambriolage qui a mal tourné, une revanche ou tout simplement les actes d'un monstre qui a vu ce soir-là une opportunité de tuer ? Ce qui est sûr, c'est que la théorie du cambriolage ayant mal tourné peut peut-être être mise de côté. Car ce soir-là, le tueur est parti avec soit une petite partie de l'argent de la famille, mais en a laissé énormément derrière lui. Ce qui laisse penser qu'il n'était pas venu là pour l'argent ou pour voler quoi que ce soit. Nombreuses théories ont vu le jour au fil des années. L'une d'entre elles serait que la famille Miyazawa faisait partie de l'église de l'unification coréenne, qui se trouve être reconnue comme étant une secte plutôt dangereuse.
Il leur aurait été demandé de vendre leurs terres à des membres de l'église, ce que la famille refusa, suite à quoi ils auraient été éliminés pour cela. En 2005, un auteur de True Crime publia un livre sur l'affaire dans lequel il parle d'un certain suspect qu'il nomma R tout au long du récit. D'après lui, R se trouvait être un militaire coréen. Il faut savoir qu'un échantillon de la terre retrouvé sur la scène de crime avait été examiné et il fut découvert qu'il provenait d'une petite ville se trouvant en Corée. Petite ville d'où justement le fameux R venait. Il attesta aussi avoir été capable de récupérer un échantillon de l'ADN de R qu'il testa et qui, comme par hasard, se trouvait être un match parfait avec l'ADN retrouvé dans la maison des Miyazawa. Tout ceci me semble un peu tiré par les cheveux et ne fut d'ailleurs jamais prouvé. Aujourd'hui encore, des scientifiques travaillent dur sur ce cas et espèrent toujours récolter assez d'indices pour résoudre l'affaire. J'espère donc pouvoir un jour faire une suite à cette vidéo lorsque la vérité aura enfin éclaté et que l'identité du tueur sera révélée au grand jour. J'espère en tout cas que cette affaire vous a plu et que vous avez pris plaisir à la découvrir ou redécouvrir avec moi. Si jamais vous connaissez certains détails sur cette histoire que je n'ai pas mentionné dans ma vidéo, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de les lire. Laissez-moi vos avis et théories et comme toujours, si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes futures vidéos. Comme je le disais dans un petit message précédemment sur ma chaîne, j'ai été assez absente ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais croyez-moi, j'avais une bonne raison pour ça et je vais vous prouver ça tout de suite. Voici Flynn, le tout nouveau membre de la famille. C'est un petit Shiba que je viens juste d'adopter, qui est plein d'énergie et qui prend énormément de mon temps. Mais on lui en veut pas, il est trop mignon. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour encore plus d'histoires, toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!